Chers téléspectateurs de Manara Télévision, bonsoir ou bonjour, c'est selon l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau comme invité le docteur Arnaud Dingamadji de Parsamba. Il est historien, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de N'Djamena. On va parler avec le docteur, on va s'entretenir avec le docteur sur la proclamation de la République, la notion elle-même, et pour vous le rappeler, demain, 28 novembre, le Tchad va célébrer l'anniversaire de la proclamation de la République. Nous avons invité pour vous, docteur Arnaud de Parsamba, sur ce plateau, qu'il vous parle un peu de ce que c'est que la proclamation de la République et un peu le processus qui a conduit à cette proclamation. Docteur, bonjour ou bonsoir et bienvenue à notre plateau. Bonjour. Voilà. Docteur, ma première question, c'est quoi la proclamation de la République? Très bien. Alors, avant de devenir République, le Tchad avait un statut. Voilà, un statut de territoire ou de colonie. Et arrivé à un moment de son histoire, le Tchad, à l'instar des autres colonies françaises d'Afrique, devait choisir un nouveau statut qui est celui de république. Voilà, parce qu'il y avait un choix à opérer et les colonies françaises devaient se positionner et la plupart de ces colonies-là ont choisi le statut de république. Donc c'est dans ce cadre-là que le Tchad également a choisi de voter à l'Assemblée territoriale du Tchad, voilà, parce que c'était une décision de l'Assemblée, des conseillers, aujourd'hui on les appelle les députés, mais à l'époque c'était des conseillers territoriaux. Voilà, donc c'était les conseillers du territoire du Tchad qui, à l'Assemblée territoriale, avaient pris la résolution, n'est-ce pas, de transformer le Tchad, n'est-ce pas, de faire passer le Tchad du statut de colonie ou bien de territoire d'outre-mer à un nouveau statut qui est le statut de république. Donc une république, parce que c'est ça la différence, une république c'est un État dirigé par un président. Docteur, justement, je vais rebondir sur cette explication, voilà, pour poser une question que d'aucuns trouveront un peu maladroite. Moi, mon métier me permet de poser toutes les questions qui me viennent à la tête. Elles ne sont pas jugées bêtes. Je vous demanderai ceci, docteur. Pourquoi pas l'inverse? C'est-à-dire, pourquoi pas l'indépendance avant la République, avant la proclamation de la République? Voilà. On ne pouvait pas procéder autrement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas proclamer l'indépendance avant le choix de la forme de l'État, ou bien plutôt du statut même du territoire. Parce qu'il faudrait bien qu'on se situe clairement dans un cadre. Ça peut être le cadre d'un empire, ça peut être le cadre d'un royaume, ça peut être le cadre d'une république. Et les Tchadiens, à travers leurs représentants, ont décidé plutôt, n'est-ce pas, que le Tchad devienne une république. Et c'est à partir de là maintenant qu'on pouvait parler d'indépendance, parce que si on proclamait l'indépendance avant même de définir, de donner un statut au territoire, alors on dira que c'est quel pays qui a accédé à l'indépendance, sous quel statut, vous voyez? Voilà, il faudrait bien donner un statut au territoire, et c'est dans ce nouveau statut, dans cette nouvelle robe, si je puis dire, que le pays pouvait accéder à l'indépendance. Et c'est ce qui a été fait. Parce que c'est tout un processus, c'est comme s'il y a un cadre qui est déjà tracé, et nécessairement le Tchad devait passer par ce stade-là avant d'accéder à l'indépendance. D'ailleurs, dès le début, l'idée n'était pas que le Tchad accède très rapidement à l'indépendance comme cela a été le cas. En 1958, le Tchad est devenu une république et devait évoluer dans le cadre de la communauté franco-africaine. Mais les choses ont évolué rapidement par la suite, et du coup, on a raccourci un peu les délais pour que
le Tchad, à l'instar des autres, puisse rapidement accéder à l'indépendance. Merci docteur, vous êtes entré dans ma troisième question, dans votre réponse, ce qui ne m'empêcherait pas de la poser toutefois. Quel est le processus historique qui a permis au Tchad de devenir ce stade? Très bien. Alors là, c'est une question assez vaste qui va demander suffisamment d'explications. On demandera le condensé. D'accord, très bien. Alors, dans un premier temps, nous devons savoir et retenir que la proclamation de la République du Tchad le 28 novembre 1958 est le résultat d'une évolution historique qui a commencé depuis assez longtemps, notamment en 1944, à la conférence de Brazzaville, en 1944, quand le général de Gaulle avait réuni les gouverneurs des colonies d'Afrique noire équatoriale à Brazzaville pour discuter de l'avenir de ces territoires-là, en 1944, à Brazzaville. C'est-à-dire au lendemain de la guerre. Parce qu'en 1944, on sentait déjà que la guerre mondiale tirait vers sa fin et la victoire des Alliés se dessinait plus ou moins déjà. Donc, si la guerre prend fin, comment l'avenir des colonies françaises allait se dessiner? Et c'est ça qui a été réfléchi à Brazzaville, donc en 1944. Ça, c'est la première étape donc, de l'évolution historique du Tchad vers la République. 2 ans après, toutes les résolutions et recommandations prises à Brazzaville ont été prises en compte dans une nouvelle constitution française d'octobre 1946, donc, qui a institué un nouveau statut, c'est-à-dire qui a constitué une évolution du statut de ces colonies-là vers la modernité. Voilà. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises en 1946, donc. Deuxième étape majeure, c'est l'institution donc par la Constitution de ce qu'on appelle l'Union française, l'Union de la France métropolitaine avec ses colonies, ses territoires d'outre-mer et puis aussi ses départements d'outre-mer. Voilà, donc ça c'est la mesure phare, mais à l'intérieur de ça, il y a plusieurs autres mesures, par exemple les droits politiques sont accordés aux Africains, donc ils peuvent créer des partis politiques, auparavant ça n'existait pas, ils peuvent créer des syndicats. Et qui dit parti politique dit élection. Des élections ont commencé par être organisées, les luttes syndicales ont commencé par s'intensifier. Il y a aussi, ça c'est sur le plan politique, hein, voilà. Il y a aussi un conseil représentatif qui a été créé. C'est l'ancêtre, hein, l'ancêtre de l'Assemblée nationale actuellement, là, au départ, en 1946, on l'appelait conseil représentatif constitué seulement d'une trentaine de personnalités. Et à partir de là est né un peu l'embryon d'une vie parlementaire, voyez. Et sur le plan social, il y a eu aussi des avancées en termes de syndicats, comme j'ai dit, mais également il y a des progrès dans le domaine de la scolarisation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Voilà, des investissements sont faits. Et donc on peut dire en réalité que c'est à partir de 1946 que les bases de l'évolution politique, sociale et économique des colonies ont été mise en place à travers la Constitution d'octobre 1946, qui a institué donc l'Union française. Et sous ce régime-là de l'Union française, les colonies d'Afrique française ont évolué pendant 10 ans, de 1946 à 1956. Vous voyez, les Français ont laissé suffisamment de temps pour permettre aux Africains en général et aux Tchadiens en particulier de se préparer à la gestion de leurs propres affaires. À travers le Conseil représentatif, on a commencé donc par voir émerger une élite locale, une élite politique locale qui n'était pas très bagagée intellectuellement, mais qui on voyait vraiment apparaître des figures politiques. Et c'est à partir de là aussi que sont nés les 2 grands partis historiques du Tchad, à savoir le Parti progressiste tchadien, PPT, RDA, c'était une section locale du Rassemblement démocratique africain. Et puis à côté, ou en face du PPT, RDA, il y avait l'Union démocratique tchadienne, UDT, voilà.
Et ces partis-là... Et où se trouvait le MSA en ce temps? Non, le MSA est créé en 1957, c'est-à-dire plus tard. Okay. Voilà, sous la loi cadre. Voilà, c'était créé par... socialiste africain. Voilà, africain créé par Ahmed Koulamala. Ça, c'est plus tard. Mais auparavant, les deux grands partis dominants, c'était donc le parti progressiste tchadien qui est de tendance gauchiste et l'UDT qui est proche de la... Et l'UDT était dirigé par qui? L'UDT, c'était un parti suscité par... Non. Lisette est le fondateur du parti progressiste tchadien, qui est un parti... Aujourd'hui, on dirait que c'est un parti de gauche. Oui. D'accord? Progressiste, donc des partis de gauche. Oui. Voilà. Mais le parti de droite, à l'époque, c'était l'UDT, donc Union démocratique tchadienne, dont la création a été suscitée en sous-main par un ancien gouverneur du Tchad, un Français, Rogué. Gouverneur Rogué. Voilà, gouverneur Rogué. Il y a Chile Rogué. Oui, un quartier à voilà, Chile Rogué, jusqu'à un peu tard. Hein? Voilà, c'est ça. Rogué, il y a Leclerc, Rogué. Oui. Voilà, donc ce Rogué-là a marqué vraiment l'histoire du Tchad à cette époque-là, et c'est un peu lui qui avait suscité en sous-main la création de ce parti. Voilà, donc ces deux partis ont dominé la vie politique de 1946 jusqu'à 1954. Merci docteur pour toutes ces informations. Le sort et le hasard font des choses extraordinaires. On a tellement parlé de l'Assemblée, des assemblées, et on se trouve à la veille, passez-moi l'expression, des élections législatives qui doivent constituer une nouvelle Assemblée. Cela dit, la République a été proclamée en 1958 et indépendante en 1960, je parle de la République du Tchad bien sûr, proclamée indépendante en 1960. Mais il faut reconnaître et relever que dès les premières années de notre indépendance, le Tchad a connu tellement de soubresauts, des états d'humeur. En tout cas, il y avait tellement de perturbations pendant ce temps. À quoi est dû cela, selon vous? D'accord. Alors, peut-être qu'avant de répondre à cette dernière question, je vais apporter 2 ou 3 éléments. Comment on peut l'expliquer? Voilà. Oui, j'y arrive, mais avant d'y arriver, si vous me permettez, voilà, je vais apporter 2 ou 3 éléments complémentaires pour faire mieux comprendre le processus évolutif là. Voilà, j'avais parlé dans un premier temps de première étape, c'est-à-dire la conférence de Brazzaville qui avait jeté les jalons. Deuxième étape, c'était l'Union française, 1946 à 1956. Ça fait 2 étapes, n'est-ce pas? Voilà, mais alors, la troisième étape, c'est 1956. Voilà, c'était l'étape de la loi cadre. C'est-à-dire que la métropole française, donc, a... Il y a un lien avec la loi Defferre et autres. Bien sûr, c'est ça qu'on appelle la loi cadre ou la loi Gaston Defferre, Félix Éboué. Voilà. Donc, c'était une loi qui a été votée en France en 1956, en juin 1956, et qui constitue une avancée majeure dans l'évolution historique et politique des colonies vers leur émancipation. Parce que si en 1944 à Brazzaville, toute possibilité d'évolution vers l'autonomie a été écartée, ça c'est dans le discours de Charles de Gaulle, il dit que toute évolution des colonies vers un self-government, c'est-à-dire une autonomie, est écartée. Donc les Français ne s'attendaient pas à une évolution comme ça. Mais en 1956, ils ont voté donc une loi qui accorde la semi-autonomie. Voyez-vous, la semi-autonomie des colonies. Donc, dès lors, on autorise la création d'une assemblée territoriale qui devient un embryon d'une assemblée législative. Auparavant, c'était un conseil représentatif de 30 membres, mais maintenant, on arrive à une assemblée de 65 membres en 1956. Et on autorise aussi la création d'un conseil de gouvernement qui est un embryon d'exécutif. Vous voyez, les embryons de pouvoir d'un État commencent à se mettre en place. D'un côté, assemblée législative territoriale, de l'autre, un conseil de gouvernement, qui n'est pas un gouvernement tout à fait établi, mais c'est déjà une esquisse de gouvernement. Vous voyez, les 2 pouvoirs-là. Il ne reste que le pouvoir judiciaire pour que tous les 3 pouvoirs soient déjà mis en place. Mais à l'époque, là, comme c'est une semi-autonomie, le pouvoir judiciaire relevait encore de la métropole. Ça, c'est 1956. Et c'est à partir de là, les élections sont organisées. Et c'est comme ça que Gabriel Lisette est devenu le premier ministre du Tchad en 1957, parce que les élections sont organisées en 1957, en application de la loi cadre. Et donc, Gabriel Lisette devient premier ministre du Tchad. Saoul Bagonchome devient président de l'Assemblée législative du Tchad en 1957. Vous voyez? Et 1 an seulement après... Il n'a jamais été Premier ministre, si, Saoulba? Saoulba va être Premier ministre en 1959. Mais nous sommes encore en 1957. Donc les bases de l'État tchadien semi-autonome sont mises en place grâce à la loi
cadre, d'accord? Et donc l'application de la loi cadre, c'est en 57. Mais un an seulement après, en 58, il y a un changement politique en France. C'est-à-dire que le général de Gaulle revient au pouvoir en 58 et il propose un nouveau contrat aux Français et aux colonies. Il dit, ben, moi je suis là, alors je vais faire évoluer les choses. Donc la loi cadre, c'est bien, mais parce que la loi cadre vous offre la semi-autonomie, mais moi je vous propose une autonomie. Je vous propose un projet de constitution. Donc, j'organise un référendum en septembre 58. Toutes les colonies qui votent oui, alors ils acceptent d'être membres de la communauté. Toutes les colonies qui votent non à ce référendum-là, ils s'accèdent aussitôt à l'indépendance. Mais c'est comme s'il y a eu une concertation entre les élites africaines. La plupart ont voté oui. Ils ont voté oui, sauf la Guinée de Sékou Touré qui a voté non et qui a accédé aussitôt à l'indépendance en 58. Docteur, avant de revenir à cette question qui me ressemble à une question de choix, oui. Je voudrais qu'on revienne, avec votre permission, un tout petit peu dans notre histoire, celle des premiers ministres qui sont succédés. Oui. Je sais qu'après Lisette, il y a eu Saoulba. Et le dernier Premier ministre, c'était François Tombalbaye. Oui. Mais avant lui, il y a eu un Premier ministre qui a fait 3 jours, je crois, ou un mois, 11 jours, M. Koulamala, oui. Un nom très connu par les anciens, tout comme les jeunes gens aujourd'hui, grâce à la génération qu'il a laissée, grâce à sa progéniture. Il y en a qui font la politique, mais c'est un nom connu. Il a fait combien de jours, lui? 11 jours. Et puis Tombalbaye l'a remplacé jusqu'à devenir président de la République. Exactement. D'accord. Oui. On peut passer à une autre question. Si vous n'avez pas fini, sinon voilà. Donc ça, je suis en train de rappeler un peu le processus évolutif là. Oui, j'allais vous poser la question, mais allez-y. Donc voilà, on a Conférence de Brazzaville, Union française en 46, la loi cadre en 56, n'est-ce pas? Et voilà, en 58, avec la constitution qui instaure la communauté, vous voyez, on est passé de l'Union française à la loi cadre et maintenant on entre dans la communauté. Le Tchad, à l'instar de la plupart des colonies, a voté oui. Donc le Tchad devient membre de la communauté. Et si on devient membre de la communauté, il faut faire un choix. Voilà, justement, j'allais vous dire, là on est en 58. Voilà. Donc en 58, les anciennes colonies avaient le choix entre garder leur statut de territoire d'outre-mer ou se proclamer république, membre de la communauté. Exactement. C'est ça? Oui. Pourquoi le Tchad a choisi le statut de devenir république alors qu'il a une autre possibilité? Très bien. Donc le Tchad vote oui au référendum, accepte la constitution proposée par De Gaulle et devient membre de la communauté. Maintenant, le Tchad est devant un choix. Soit les Tchadiens se disent, nous, on préfère garder le statu quo, c'est-à-dire rester territoire français et continuer comme avant. Tout comme on peut dire non, nous on choisit le statut de république. Alors, à l'Assemblée législative du Tchad, les conseillers à l'Assemblée, en fait les députés si je puis dire, parce qu'à l'époque on ne les appelait pas députés, voilà, ils ont réfléchi, ils ont discuté et ils ont dit non. Et c'est là, ça je réponds maintenant à votre question. Le Tchad ne peut pas être en marge de l'histoire. Accepter le statu quo, c'est accepter d'être sous la domination française à perpétuité. C'est-à-dire que c'est comme si on cautionne la colonisation et on accepte de rester dominé. Voilà, donc accepter d'entrer dans la communauté, c'est accepter aussi de prendre ses responsabilités historiques, de se gérer soi-même, n'est-ce pas? Voilà, parce que depuis 1946 jusqu'à maintenant, les Tchadiens ont appris comment gérer un État, même si ce n'est pas dans les détails quand même, on sait un peu comment gérer un État, donc on va plutôt faire comme les autres colonies en choisissant le statut de république, mais tout en restant membre de la communauté. Ce n'est pas une rupture avec la France, c'est une évolution dans la coopération et dans la continuité avec la France. C'est un genre de mémorandum ou bien un moratoire? Oui. Bon, ils ont adopté une délibération à l'Assemblée pour dire ça. Il y a un texte sur ça. Hein. Voilà, il y a un texte qui a été voté. Oui, je dis, est-ce que ça ressemble à ça? On vous donne le temps, ou bien c'est pas ça? Non, mais la constitution de la communauté, la constitution française de l'époque, là, il y avait tout est détaillé. Hein. Voilà, si vous votez la République, vous restez membre de la communauté et nous allons évoluer ensemble. La France va continuer à vous apporter son soutien. Pendant un temps ou bien définitif?
Bon, à l'époque, l'idée d'indépendance n'était pas encore arrivée. Voilà, l'idée d'indépendance n'était pas venue. C'est-à-dire que les gens, les Français surtout, pensaient que voilà, le nouveau statut de république là, allait continuer sur une assez longue période. Et malheureusement, pour eux, et heureusement pour nous, il y a eu des évolutions contraires qui ont fait que les délais, tout ça, ont été raccourcis pour que les républiques autonomes, parce qu'à l'époque, le nom, l'intitulé, c'est République autonome du Tchad. Vous voyez la différence. Sous la loi cadre, on parlait de semi-autonomie. À partir de 1958, le Tchad est devenu une république autonome, membre de la communauté. Autonome parce que il y a le gouvernement de la République autonome avec presque tous les ministères, hein, sauf quelques rares domaines de souveraineté restaient encore à la France. La défense, l'émission de la monnaie, la justice, les affaires étrangères relevaient de la métropole. Mais les domaines ordinaires de compétences là étaient déjà accordés à la jeune République. Et c'est ainsi que le Tchad a évolué avec un nouveau gouvernement qui a été formé. Gabriel Zet est reconduit dans ses fonctions en décembre 1958 comme Premier ministre du Tchad, mais 2 mois seulement après, le Tchad entre dans l'instabilité politique. Vous voyez, 2 mois après, ça veut dire quoi? Ça veut dire en février 1959, les gouvernements sont formés, destitués, et en l'espace de 3 mois, 4 mois, il y a eu 4 gouvernements de formés. Voilà. Merci docteur, je vais ravaler toute ma modestie. Pour dire que vous connaissant, si on va parler de ça, on va passer toute la journée ici. D'accord. Tellement vous maîtrisez le sujet. Mais avant de passer à ma dernière question, je vais répartir, permettez-moi de faire un peu du coq à l'âne, mais c'est l'histoire. On a trouvé chaque parti un parrain, on a prononcé EMSA, mais on ne l'a pas trouvé. C'est Ahmed Koulamala, le président du EMSA, ou bien il y avait eu un autre? Non, c'est bien lui qui a fondé le MSA, le Mouvement Socialiste Africain. Oui. Merci docteur. C'est ça. Maintenant, ma dernière question, docteur. Le Tchad était-il prêt en ce moment et pourquoi n'a-t-il pas choisi de rester territoire? Voilà une dernière question. Très bien. Alors, en vérité, le Tchad n'était pas prêt. Mais comme je viens de le dire, le Tchad ne pouvait pas aussi prétexter le fait qu'il ne soit pas prêt pour se mettre à l'écart de ce courant de l'histoire. C'est-à-dire que toutes les colonies, en dehors de... en fait, toutes les colonies ont choisi le statut de république. Voilà, donc le Tchad ne peut pas dire que, comme je ne suis pas prêt, je vais continuer à être colonie, à être territoire français. C'est comme les Comores, là. Vous voyez, les îles de Comores. Voilà, c'est le territoire français. Voilà, les Comores sont devenus... Non, les Comores sont devenus indépendantes, mais l'autre, là, Moïli, ou c'est pas... Voilà, ils sont restés territoire d'outre-mer et jusqu'à présent, vous voyez, voilà, sous le giron français. Donc, si le Tchad se désistait et dit que non, moi je vais garder le statu quo, c'est-à-dire qu'on va rester encore sous domination française et peut-être qu'on serait la risée des autres. Mais en réalité, la situation du Tchad en 1958 est la suivante. Pour gérer un État, il faut des cadres de haut niveau, des cadres bien formés. Or, le Tchad n'en avait pas. Vous voyez, le premier docteur tchadien médecin, c'est Jacques Baroum, et il a signé son doctorat en 1961. Le premier bachelier tchadien, c'est Joseph Brahim Seyid, mais il a eu son baccalauréat en 1949 en Égypte. Et Baroum à Brazza ou bien en France? Non, Baroum en France, avec Outel Bono, en 1961. Oui. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire qu'en 1958, il y en avait peut-être un seul bachelier. On n'avait même pas un médecin. On était vraiment dans un état de dénuement total. Parce que, et ce n'est pas la faute des Tchadiens, c'est-à-dire que la scolarisation n'était pas le souci primordial du colonisateur. Voilà, à l'époque. C'était une base. Voilà, c'était un territoire militaire. Voilà, donc la préoccupation, c'est comment faire pour tenir la sécurité, avoir la même mise de la France sur ce territoire-là. Et puis, voilà, c'est ça. Mais donc, c'est ça qui a fait que le Tchad était vraiment en retard. Et ça a fait que, à mon avis, c'est ça qui explique un peu les incompréhensions
qui sont nés au début de l'indépendance, là où vous avez fait allusion à ça, une histoire tourmentée, marquée par des guerres civiles, instabilité, coup d'État, tout ça, c'est parce que les élites n'étaient pas préparées. Docteur, en vous regardant votre visage, je sens le regret que vous ressentez. Ouais. Mais on n'y peut rien. C'est l'histoire. C'est à nous maintenant de changer les choses, la génération actuelle et future de changer les choses. Exactement. J'espère qu'aujourd'hui on a des centaines de milliers de bacheliers. Oui. C'est pas la qualité, mais c'est pas la quantité, mais la qualité. C'est ça. J'espère qu'on en aura. Oui. Nous travaillons avec le temps et contre le temps. Nous serons obligés de nous arrêter ici. Oui. Mais je voudrais vous poser une question personnelle, si vous voulez répondre oui ou non. La décision de Sékou Touré, elle est courageuse ou bien il est irréfléchi? Parce que les Africains ont dit qu'il était vraiment brave aussi. Est-ce qu'ils étaient vraiment prêts pour accepter l'indépendance en 1958? Est-ce qu'ils étaient réellement prêts, puisqu'après on sait ce que la Guinée était devenue? Sékou Touré, à mon avis, il est considéré comme un héros parce qu'il a dit non à De Gaulle. Oui. Mais la politique, il faut peser le pour et le contre, il faut être réaliste. La conséquence, c'est quoi? La Guinée est l'un des pays les plus pauvres et les Avec Français... un sous-sol extrêmement riche. Oui, oui, mais les Français, ils ont tout fait pour vraiment garrotter, barricader les choses pour que la Guinée ne puisse pas se développer afin de se venger de l'affront fait par Sékou Touré. Je pense que quand on est dirigeant, il faut vraiment étudier, il faut être réaliste, il faut étudier l'environnement, le contexte avant de prendre une telle décision, parce que si on fait juste pour la fierté, c'est le peuple qui va subir les conséquences. Et vous savez un peu comment Sékou Touré a eu à diriger son pays d'une main de fer. Là encore, on va prendre toute une journée. Docteur, si vous avez un dernier mot à la veille de cette grande date, proclamation de la République en 1958, on est à la veille. Quel dernier mot? Un mot pour les Tchadiens, les jeunes, tout comme les vieux. Deux mots. Voilà. Moi, je pense que le 28 novembre 2024, c'est le 66e anniversaire. Si le Tchad était un être humain, il serait déjà un adulte. Troisième âge. Ouais. Alors nous les Tchadiens, jeunes et vieux, femmes et hommes, nous devons apprendre à aimer ce pays-là. Nous devons aimer le Tchad comme si le Tchad était notre père et notre mère. Vous voyez, un fils se sacrifie pour ses parents. Nous devons vraiment nous sacrifier, nous donner la main dans l'unité, dans la fraternité, dans la cohésion pour faire avancer ce pays. Nous avons perdu beaucoup de temps et ce 66e anniversaire doit être un déclic pour nous permettre d'œuvrer à l'émergence d'un Tchad nouveau, en fait. Voilà. Sur ce, nous allons arrêter, mais je voudrais rappeler que le docteur n'a pas encore ses 60 ans, mais la valeur, aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est ça l'expression exacte ou pas, je ne sais pas. Mais déjà un historien et un Tchadien, un patriote qui a donné des conseils, qui a dit ce qu'il pense, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir un très beau Tchad, le Tchad de demain, léguer un Tchad bien, joli, pauvre à nos enfants. Sur ce conseil, nous allons prendre congé. Chers téléspectateurs, nous allons dire merci à docteur et à vous. Merci de nous avoir reçus chez vous et plaise à Dieu au prochain numéro. Je voudrais remercier également l'équipe technique. Sur ce, à la prochaine fois, plaise à Dieu.